Des autoroutes de Suisse romande, on passe aux grandes maisons, grands buildings de Dubaï, où nous sommes en direct avec Gabriel Malika. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous vous trouvez ? Alors là, je me trouve à Dubaï, dans ma maison, qui est dans une zone qu'on appelle Jumeirah, qui est près de l'endroit où Dubaï a commencé à naître, près du port, qui a été construit il y a 30-40 ans. Et c'est de là que tout a commencé. Mmh. Le port où nous serons vendredi en reportage. Qu'est-ce que vous voyez depuis la fenêtre ? Alors, vous n'allez pas apprécier, je vois la mer, figurez-vous. Ouais. Et puis, est-ce qu'on voit beaucoup de pétroliers, voire même de navires militaires, parce qu'on sait que le détroit d'Ormuz, où est Dubaï, est un endroit géostratégique extrêmement important. Est-ce qu'on voit beaucoup d'activités sur cette mer ? Alors, on en voit, mais ils sont relativement discrets. C'est-à-dire qu'on voit quelquefois un bâtiment qui est donc dans le port. Les pétroliers, on les voit pas trop, non, ils sont très très au large. Vous voyez en fait les pétroliers quand vous allez dans le nord des Émirats près d'Oman, sur le détroit d'Ormuz, où là c'est même très impressionnant parce que vous pouvez en voir 30, 40, et on comprend pourquoi ils prennent des mesures de sécurité, parce qu'il suffirait d'un petit canot plein de dynamite pour faire un véritable carnage. Mmh. On va pas parler ni de bateau, ni de guerre aujourd'hui avec vous, Gabriel Malika. On va parler d'amour, on va parler de séduction, on va parler de problèmes conjugaux, on va même parler un peu de sexe avec vous. Vous êtes l'auteur, vous êtes un homme d'affaires français, vous vivez à Dubaï depuis 7 ans, vous êtes passionné par cette région et vous venez de publier sous ce pseudonyme, parce que Gabriel Malika est un pseudonyme, aux éditions Intervalle, Les meilleures intentions du monde. Tout d'abord, peut-être dites-nous pourquoi est-ce que vous avez souhaité utiliser un pseudonyme pour ce roman et pas signer sous votre vrai nom ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Alors, je ne vais pas donner trop d'indices, mais il se trouve que le plus grand spécialiste du monde arabe et musulman au CNRS a un nom de famille très proche du mien, donc ça peut poser un problème. Ensuite, parce que je pense qu'il fallait séparer ma carrière de businessman et ma carrière d'écrivain. Pourquoi ? Parce que mes clients, très très souvent, ils prennent mon nom et le Google, donc ça n'aurait pas forcément été très très judicieux. Et puis ensuite, il faut dire les choses, j'avais un petit peu peur de la censure et j'étais heureux de voir que mon livre a passé la censure à Dubaï, ce qui montre bien que Dubaï est la ville libérale, la ville un peu différente que j'ai tenté de décrire. Mmh. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous recevrons un jeudi Nabil Melek, qui est un écrivain suisseau-égyptien, qui a écrit un livre sur Dubaï, peut-être vous en avez entendu parler, qui lui a des problèmes avec ce pays. Votre premier roman s'appelle Les meilleures intentions du monde. Il vient de sortir aux éditions Intervalle. Donc c'est on va pas raconter l'histoire, mais il raconte les destins de femmes et d'hommes. C'est une galerie de portraits d'hommes et de femmes venus d'horizons différents et qui ont un jour convergé vers Dubaï. On l'a dit hier, on va leur dire tout au long de cette semaine. Dubaï est composée, la population de Dubaï est composée à 85, peut-être même 90% d'étrangers. Donc c'est une galerie de gens de tous ces horizons qui ont convergé un jour vers Dubaï. Vous parlez beaucoup des relations hommes-femmes dans votre livre, vous parlez beaucoup de séduction, vous parlez de ces problèmes conjugaux, vous parlez de sexe aussi. Au fond, qu'est-ce que ces relations hommes-femmes ont de spécifique à Dubaï par rapport à d'autres pays musulmans ? Disons qu'elles sont beaucoup plus ouvertes, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays musulmans, et notamment de la région, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense au Yémen, au Qatar, à tous ces endroits, la drague, on va l'appeler comme ça, elle n'est pas publique. C'est-à-dire que si vous comparez, si vous allez à Lausanne, à Genève, à Paris, vous voyez des jeunes qui se rencontrent publiquement, ça flirte, ça discute. Ce sont des choses qui sont complètement impossibles dans la plupart des pays arabo-musulmans. Et en fait, ce que Dubaï a réussi à créer, c'est un endroit où c'est un peu plus possible. Bon, certes, il faut pas déborder, il faut pas choquer, il faut être plutôt discret. Mais par exemple, oui, un homme et une femme peuvent se parler dans un café à Dubaï. Il y a le centre commercial ici qui s'appelle Mercato. Vous avez un Starbucks à Mercato et on voit clairement les hommes et les femmes ils sont pas à la même table, quoi que ça arrive, mais ils sont très très proches les uns des autres. Ils peuvent s'échanger des sourires, ils peuvent
c'est absolument notoirement impossible à Riyad ou à Jeddah. Et la technique de drague par Bluetooth la fameuse technique. Ouais. La fameuse technique vous l'avez expérimenté vous-même? Ah bah oui, moi je l'ai expérimenté parce qu'au bout de 3 semaines dans la région, j'étais à Jeddah dans un centre commercial et puis donc vous aviez ces femmes qui étaient assises, donc complètement voilées jusqu'aux mains, on voyait rien du tout à part leurs yeux surlignés par le pôle, par le noir. Et donc je reçois un message qui dit acceptez-vous ce message? Donc je dis oui, et il y avait marqué I want you. Alors je les ai regardées, elles étaient alignées, 8 d'entre elles, un noir avec chacun un sac de mode différent. Et donc je leur dis, mais avec les mains, je leur dis, mais oui, d'accord, mais laquelle? Donc, donc il y en a une qui a en fait haussé les épaules, je pense qu'elle riait. Donc c'est une anecdote que je raconte toujours parce que ça montre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un cas où justement les femmes sont voilées, mais elles ont une supériorité, elles ont un avantage sur les hommes, c'est qu'elles nous voient, mais nous on ne les voit pas. Donc c'est un peu ce que je raconte dans le livre, c'est toutes ces ambiguïtés entre je me cache et en même temps je me protège finalement parce que on ne peut pas savoir si elles sont ni belles ni moches en fait. Ça, en général, le prétendant le découvrira au dernier moment, ce qui peut être à la fois amusant ou même décevant. À quoi ça aboutit votre connexion à vous? Ça aboutit à rien du tout. Ça aboutit à rien du tout pour une raison simple, c'est parce que je n'étais pas intéressé. Et deuxièmement, ça aboutit à rien du tout parce que dans ces cas-là, le message ne m'était pas forcément adressé. Le message pouvait être adressé à n'importe quel homme dans le shopping mall. C'est bien le problème du Bluetooth. C'est un peu comme aller à la pêche, si vous voulez. Non, c'est vraiment aller à la pêche. Ils envoient un message et puis Dieu sait sur qui ça tombe. Donc je pense beaucoup plus simplement, je pense que cette femme n'était pas du tout intéressée par moi. Elles étaient intéressées par qui, selon vous? Ah ben justement, c'est ça qui est incroyable avec le Bluetooth, c'est vraiment la pêche. C'est imaginez que vous mettez quelque chose au bout de la ligne, vous le lancez dans le lac et vous attendez. C'est-à-dire que le message Bluetooth est en fait s'adressait à n'importe quel homme qui passait dans la zone où le message était reçu. C'est ça qui est incroyable. Et qui était, vous n'avez pas pu discuter avec, mais qui étaient selon vous ces jeunes femmes? Tout simplement, ça peut être des jeunes femmes de la bourgeoisie de Jeddah en question. Il faut savoir que le centre commercial, j'avoue, c'est pas forcément l'endroit le plus sûr. Le plus sûr, bizarrement, c'est souvent le supermarché. Pourquoi? Parce que les allées sont très étroites et parce que la Moutawa, donc la police des mœurs, n'ose pas trop s'y aventurer. Elle n'ose pas trop s'y aventurer parce que c'est compliqué et en plus, si elles doivent interpeller quelqu'un, ça fait très très vite un scandale. Donc voilà. Et d'après les jeunes, au supermarché, on a plus de chances de se cacher, de se dissimuler. Donc le terrain de chasse, c'est plutôt le supermarché ou ce qui est valable dans tous les pays arabes, dans tous les pays du Golfe, c'est ce qu'on appelle la corniche. Il y a toujours une corniche près de la mer. Et la nuit tombée, c'est quand même une zone où on peut se balader et on peut échanger des messages et on peut se retrouver. C'est très fort à Jeddah, c'est très fort à Doha au Qatar. À Dubaï, c'est un endroit comme un autre, mais c'est vrai que la corniche est un lieu de drague. Si vous aviez répondu positivement à ce message et que cette femme ait été intéressée par vous, qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Qu'est-ce qui aurait pu se passer ensuite? Alors là, ce que je raconte dans le livre, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a un échange donc il y a prise de contact, donc il y a une espèce de jeu qui se joue, est-ce que tu veux me rencontrer? Oui, mais où? Et puis à un moment donné, alors très très souvent ça se passe en voiture. C'est-à-dire que moi ce qui m'amuse beaucoup dans le Moyen-Orient, c'est qu'en fait c'est comme des pigeons, c'est-à-dire qu'ils sont l'un à côté de l'autre sur la route. Et il y en a un, alors généralement avec une voiture de sport qui roucoule, donc ça fait vous voyez, comme une Ferrari. Et puis donc il y a la jeune femme qui arrive avec alors pas en Arabie, mais plutôt, là je parle du Koweït, du Qatar et du Dubaï ou Abu Dhabi. Elle arrive elle aussi avec sa voiture et elle répond avec son moteur. Donc elle fait donc ils se comprennent. C'est très très drôle. Et donc ils sont l'un à côté de l'autre, ils abaissent leurs vitres et puis ils se disent un mot, 2 mots, et il y a des codes. Et donc ils se donnent rendez-vous, alors sur le parking d'un restaurant, d'un supermarché. Mais donc pour en arriver à la rencontre physique, il s'écoule quand même du temps. Alors ils se retrouvent où? Dans les hôtels, ils peuvent se retrouver chez un ami, mais certainement pas chez eux, surtout si la famille y habite, bien entendu. Parce que la famille, bien évidemment, veille. La famille veille au grain. La famille veille au grain parce qu'il y a une chose qui est très importante dans la région et qui limite un petit peu toutes ces pratiques de drague, qui est vraiment la réputation et l'honneur. C'est-à-dire que dans l'esprit des anciennes générations,
le garçon ou la fille doit épouser un homme ou une femme de bonne famille. En particulier, et ça c'est toujours valable à Dubaï et à Abu Dhabi, il n'y a pas non plus 36 000 familles. Comme vous l'avez expliqué dans l'émission, la population émirati, elle est très réduite. Donc finalement, tout le monde connaît tout le monde. Et ça, c'est très très fort, parce que même quelquefois à l'étranger, si un jeune étudie par exemple, je sais pas moi, à Saint-Cyr, à l'école militaire en France, ou je sais pas moi, aux États-Unis, si jamais il est repéré en compagnie d'un étranger, ça va revenir au pays. Donc, les jeunes sont très très prudents parce qu'ils savent que leur réputation peut être salie très rapidement. Vous allez nous parler, Gabriel Malika, justement de ces relations avec les étrangers, la problème de la prostitution aussi, parce que la prostitution est extrêmement importante à Dubaï. Ce sera après un titre que vous avez choisi. Quand on s'est appelé tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on écoute ces jours à Dubaï? Et vous m'avez parlé de MIA. Mia, oui. Mia, voilà. S'appelle, c'est un tube internationalement connu, planétairement connu. Pourquoi est-ce qu'on l'écoute beaucoup à Dubaï? On l'écoute beaucoup, alors non seulement à Dubaï, mais dans toute la région, parce que faut regarder le clip, hein. Ça se passe dans les faubourgs d'une ville saoudienne et on voit les jeunes qui jouent avec leur voiture et qui font des acrobaties. Parce qu'il y a une espèce de scène artistique qui commence à se développer dans le monde arabe, où ils utilisent des codes occidentaux que sont le rap, que sont par exemple les Émiratis, ils portent tous une casquette. Hein. Ils abandonnent le kéfier, enfin les coiffes traditionnelles, ils mettent une casquette. Ça commence un petit peu à monter. Et je trouve que ce clip, en plus musique créée par une femme, est très représentatif de la scène montante